Ah, début de l'année. Ce moment où chacun prend des bonnes résolutions. Ici, à Sci-Fi, nous n'y avons pas coupé. Hans et moi-même travaillons maintenant de concert sur chaque épisode. Chacun sa rubrique, c'est beaucoup trop 2013. La collaboration, ça, c'est 2014. Comme vous avez pu le lire sur le blog, chaque mois nous proposons l'actualité Sci-Fi et, toutes les 6 semaines environ, un audio documentaire exclusif. Quoi qu'il en soit, bienvenue à tous et à toutes sur Sci-Fi, le podcast où on explore le passé, on interroge le présent et on rêve le futur. Alors Hans, en ce glacial mois de janvier, les nouvelles sont-elles fraîches ? Pour ce premier podcast, je vais vous présenter un sujet sur les nanomatériaux de carbone, pour la stimulation et la régénération de tissus nerveux. En effet, l'un des problèmes majeurs des tissus nerveux est leur faible capacité à s'auto-réparer et à se régénérer complètement en cas de dommages graves. C'est d'autant plus vrai pour les tissus du système nerveux central, qui tendent à réagir aux dommages par la création d'un tissu cicatriciel dense, riche en cellules gliales, ce qui diminue physiquement et chimiquement les possibilités de réparation et la réorganisation des tissus nerveux au sein de ce tissu cicatriciel. Le problème étant qu'au niveau du système nerveux, ces lésions peuvent s'accompagner de très graves troubles moteurs ou mentaux, amenant à des handicaps plus ou moins sévères. Les méthodes actuelles de chirurgie réparatrice se basent principalement sur l'usage d'allogreffes, soit entre individus de la même espèce, ou d'autogreffes, via des prélèvements. Il s'agit là de tissus prélevés sur l'individu, puis mis en culture afin d'être réimplantés par la suite. Il existe aussi l'utilisation de tissus de vaisseaux sanguins comme conduits nerveux. Cependant, ces supports, qui servent d'attelle à la croissance cellulaire, sont souvent confrontés à divers processus induits lors de la cicatrisation, liés en grande partie aux astrocytes, ces cellules gliales étoilées. Ces processus, destinés à maintenir et à restaurer la barrière hémato-encéphalique, tendent à inhiber la croissance nerveuse et diminuent ainsi l'efficacité des greffes, ainsi que l'usage d'autres supports de croissance. Mais, depuis quelques années, avec la découverte des nanomatériaux, et plus particulièrement des nanomatériaux composés de carbone, il est possible de concevoir des structures nanoscopiques sur mesure qui répondent aux besoins des tissus biologiques. Les matériaux les plus communs, dirons-nous, sont les nanotubes, les nanofibres et le graphène. Le graphène est un feuillet d'un atome d'épaisseur. Vous trouverez plus de détails sur ces structures dans la description du podcast. Ces 3 structures présentent des propriétés thermiques, électroniques, mécaniques et biologiques particulièrement intéressantes pour l'usage comme support à la croissance de fibres nerveuses. En effet, ils peuvent être construits de manière à présenter une conductivité, une topographie physique et de charge qui favorisent la croissance des tissus nerveux par stimulation électrique. Les charges et les stimulations électriques favorisent ainsi la croissance des axones dans une direction donnée. De même, des ligands et des facteurs de croissance nerveux, des NGF pour les intimes, peuvent être intégrés de façon à favoriser la croissance sur ces mêmes supports. Pour l'instant, ces matériaux en sont à leur début dans leur application médicale pour la réparation des lésions du système nerveux. Mais les résultats obtenus actuellement semblent offrir un avenir prometteur à ce domaine et pourraient initier une nouvelle ère dans le domaine de la régénération des tissus. Je viens juste à l'instant de vous parler des prothèses pour favoriser la croissance des tissus nerveux via l'usage de nanomatériaux de carbone. Et je vais continuer sur ma lancée en vous parlant d'une nouvelle très récente dans le domaine des prothèses, non pas tissulaires mais de membres. Si la régénération des tissus chez l'être humain est un phénomène plutôt courant, lié au renouvellement des tissus et à notre capacité à réparer nos blessures jusqu'à une certaine limite, la perte d'un membre ou d'un organe est souvent définitive. Il existe maintenant des possibilités de greffe de plus en plus avancées, mais la greffe pose des questions d'immunocompatibilité et d'éthique. Il n'est pas toujours évident d'accepter de recevoir dans son corps un organe ou un membre étranger prélevé sur un donneur mort, la plupart du temps. Certaines religions s'y opposent même, tout simplement, cela s'ajoutant aux complications physiologiques citées précédemment. Une des solutions majoritairement employées est l'utilisation de prothèses. Depuis les premières prothèses en bois qui n'avaient aucun usage autre que esthétique, celles-ci ont évolué pour devenir fonctionnelles, jusqu'à arriver aux premières prothèses de membres capables d'être manipulées par des impulsions nerveuses prélevées dans la région du moignon. Il y a un peu moins de 48 heures, au moment où j'enregistre ce podcast, a été publié un article dont le titre est « Restoring Natural Sensory Feedback in Real-Time Bidirectional Hand Prosthesis ». Cet article nous expose le cas du Danois Dennis Aabo Sørensen, ayant perdu sa main gauche lors d'un accident 9 ans plus tôt, et dont les nerfs ont été connectés par une prothèse avec un système amélioré de capteurs sensitifs qui lui a permis, en plus de pouvoir prendre une tasse, de pouvoir agir via cette prothèse par impulsion nerveuse, de recevoir des informations sensitives dans ses nerfs afin de savoir quelle pression il exerçait sur la tasse, avoir une préhension correcte. Ce retour sensitif est donc nécessaire. Afin d'obtenir ce retour sensitif, la prothèse permet de connaître
à des capteurs de pression. Les capteurs sont positionnés au niveau des tendons présents dans les différentes phalanges de la main prosthétique. La prothèse en question a été développée par Silvestro Misera et les équipes de l'EPFL en Suisse et du SSLA en Italie. En plus de devoir permettre de connaître la pression exacte exercée par les doigts bioniques, il faut pouvoir réencoder cette information de pression afin de la rendre compréhensible par le système nerveux, qui ne peut malheureusement pas se contenter de simples impulsions nerveuses non codées. L'information est rendue donc compréhensible pour celui-ci. Il s'agit donc là de la première prothèse permettant non seulement d'interagir avec le monde extérieur, par impulsion nerveuse, mais aussi permettant de récupérer des informations sensorielles qui nous permettent de mieux jauger nos interactions avec ceux qui nous entourent. Nous sommes encore loin de pouvoir envisager, retrouver toutes les informations sensorielles d'une main, qui ne se limitent pas juste à l'appréhension. Et bien sûr le toucher, la sensation de chaleur, et ce sur l'ensemble de la main, du bras, de l'avant-bras. Il existe beaucoup de capteurs de pression différents et de sensations très précises au niveau des doigts. Nous n'en sommes forcément pas là, mais c'est là un premier pas très intéressant. Ceci offre la promesse d'un avenir pour les prothèses bioniques qui ne seront plus que de vagues substituts aux personnes diminuées d'un membre ou d'organes. Ce ne seront plus que de vagues substituts diminuées de membres ou d'organes, mais de vrais éléments palliatifs permettant de récupérer ce qui a été perdu ou d'offrir l'opportunité de découvrir à ceux qui ne l'ont jamais eu la possession d'un membre ou d'un organe, afin de leur offrir une nouvelle liberté. Pourra-t-on un jour se passer de la canne à sucre ou de la betterave pour sucrer nos desserts et cafés? Eh bien, sachez qu'en Chine, tout un centre de recherche est dédié à l'ingénierie du sucre et l'un de leurs buts est d'essayer de recréer du sucre artificiellement. Du sucre artificiel. Enfin, quelle différence avec du sucre naturel? Alors je ne parle pas de molécules au pouvoir sucrant remplaçant le sucre comme l'aspartame par exemple. Non, je parle du sucre, du vrai, comme le glucose. Le fameux C6H12O6 de nos années de lycée. Dans ce contexte de création artificielle, la molécule de glucose sera au final complètement identique, même si c'est son procédé de formation qui sera différent. En temps normal, et ce depuis l'apparition de la photosynthèse il y a voilà 3,4 milliards d'années, les sucres sont produits quotidiennement par les plantes, les algues et certaines bactéries. Comme son nom l'indique, la photosynthèse c'est de la production utilisant de l'énergie lumineuse. Le principe de base revient à stocker de l'énergie venant des photons en énergie chimique contenue dans des molécules telles que glucose. L'idée de l'équipe de chercheurs chinois est de recréer cette voie métabolique, mais d'en faire au final un circuit électrique. Dans ce cas précis, un panneau photovoltaïque convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique, c'est-à-dire un flux d'électrons. Ce flux d'électrons arrive via des câbles électriques dans une solution composée de 95% d'eau et de 5% de carbonate d'ammonium. Cette solution est par ailleurs injectée en permanence avec du dioxyde de carbone, le CO2. Une majorité de ce CO2 créera des bulles et s'échappera sous forme gazeuse, mais une petite partie va se dissoudre dans la solution. Ce procédé imite en fait le processus de respiration des plantes qui absorbe le dioxyde de carbone en suspension dans l'air. C'est ce même CO2 d'ailleurs qui fournira dans la photosynthèse les atomes de carbone nécessaires à la synthèse des chaînes carbonées qui forment l'ossature des molécules de sucre. Là, il semblerait qu'une série de réactions chimiques assez simples au final produisent de l'oxalate ainsi qu'un polymère d'oxalate. L'hypothèse des chercheurs est que ce dioxyde de carbone injecté dans la solution réagirait avec des atomes d'hydrogène très énergétiquement chargés, et ce grâce au courant électrique impulsé dans la solution, ce qui forcerait au final les réactions chimiques. Dans le corps humain, l'oxalate ou son complément l'acide oxalique est plutôt du genre néfaste. S'il est présent en grande quantité, il forme des calculs rénaux. Autant vous dire que ce que les chercheurs ont découvert est loin de la molécule recherchée et serait plutôt du genre poison qu'autre chose. Quoi qu'il en soit, nous sommes loin de cette opération banale faite dans le monde végétal. Le rendement pour la molécule d'oxalate n'a été que de 19% et ce n'est même pas un sucre qui a été produit. Qui plus est, les chercheurs ont un peu triché entre guillemets en ajoutant du carbonate d'ammonium à l'eau. Dans les organismes photosynthétiques, la seule présence de dioxyde de carbone est suffisante pour que la voie métabolique soit fonctionnelle. Finalement, le coût de production du circuit et de l'injection en continu de dioxyde de carbone n'est pas mentionné, mais doit être sans aucun doute bien supérieur au rendement du système. Bref, cette technologie est encore mal maîtrisée. Elle en est à la phase initiale de recherche, c'est-à-dire peu efficace et peu rentable. C'est toutefois une piste intéressante à creuser.
si ce n'est pour tenter de soulager les terres arables de la planète. Terres qui s'amenuisent chaque année avec une population humaine en constante augmentation. Enfin, rien n'est moins sûr que les futurs consommateurs leur emboîtent le pas et acceptent le glucose artificiel. Vous en prendriez, vous, du glucose créé par une machine, pour sucrer votre café ou votre tarte ? Pour ce sujet, nous voulions revenir un peu en arrière en 2013 et vous parler des gagnants de prix Nobel. Et pour varier, on veut vous parler des Nobel d'économie. En 2013 donc, Eugène Fama et Robert Shiller ont tous deux obtenu la fameuse distinction pour leurs hypothèses du fonctionnement du monde financier, qui sont pourtant diamétralement opposées. D'une part, Eugène Fama prône l'efficacité ordonnée des marchés, la rationalité des investissements et la lecture des données passées dans sa Efficient Market Hypothesis, hypothèse du marché efficient. C'est là en quelque sorte l'hypothèse prévalente sur le fonctionnement des investissements boursiers ou autres. Ainsi, dans cette vision, les investisseurs prennent leurs décisions, qui sont nécessairement cohérentes, et ce, en fonction du degré d'information dont ils disposent. Au contraire, Robert Shiller prône que les investissements sont liés à la composante psychologique, donc subjective, des investisseurs, ainsi qu'à l'image et à la réputation que les entreprises renvoient d'elles-mêmes, et ce, dans un système d'information désorganisé. Robert Shiller a appelé son hypothèse « Behavioral Finance », finance comportementale en français. Ce système de pensée avait provoqué une tollée dès ses ébauches dans les années 1970, puisqu'au final il implique que les marchés ne sont ni ordonnés ni optimisés, mais bien au contraire seraient plutôt des amalgames désorganisés de décisions en partie erronées. Il semblerait qu'on ait donc une vision déterministe d'une part et une vision psychologique, donc stochastique, de la finance d'autre part. Comme en toute chose, il est probable que la réalité se trouve entre les deux, puisque les investisseurs font de la lecture de données et présument que les informations sont soit représentatives ou non du prix des actions, mais le choix de l'investissement comporte forcément une part psychologique et subjective. C'est probablement la raison pour laquelle deux hypothèses opposées ont partagé le même prix Nobel. Cette semaine, dans le domaine scientifique, deux événements importants ont eu lieu et ont touché les grands médias. L'affaire de Marc Gauthier face à la Fondation Lejeune en France, et le débat sur l'évolution entre Bill Nye, connu pour son émission The Science Guy, et Ben Ham, créationniste et directeur du Creation Museum, où a eu lieu le débat. Je vais très brièvement vous parler de l'affaire de Marthe Gauthier, mais je prendrai le temps d'y revenir dans un biais futur. Marthe Gauthier est une des chercheuses ayant participé à la découverte de la trisomie 21. Cependant, la découverte a malheureusement été attribuée à ses deux collègues masculins, Jérôme Lejeune et Raymond Turpin. C'est ce qui est communément appelé l'effet Mathilda, qui décrit que les découvertes faites par les femmes sont souvent attribuées dans la postérité à des hommes. Malgré cela, la Fédération française de génétique humaine, reconnaissant son travail, a voulu l'honorer par le Grand Prix de génétique humaine, un prix symbolique. Elle aurait dû recevoir ce prix après une conférence qu'elle aurait dû donner le 31 janvier de cette année sur scène et devant ses pairs. Mais la Fondation Lejeune a mandaté des huissiers pour enregistrer les propos de Marthe Gauthier afin de prévenir toute diffamation envers Jérôme Lejeune. Ceci a amené la Fédération française de génétique humaine à annuler au dernier moment la conférence et à remettre son prix à Madame Gauthier hors scène, sous la pantomime donc. Vous comprendrez que je me permette ici un écart pour vous en parler. Le rapport avec Sci-Fi n'est peut-être pas des plus évidents, mais je pense personnellement que ce genre d'action devrait rester de la fiction, dans le domaine scientifique plus encore. Mais revenons à l'autre sujet qui a animé les internets et la communauté scientifique ces derniers jours. Ce débat n'a rien apporté de plus sur la théorie du créationnisme, cette théorie basée sur l'idée d'un créateur divin face à la théorie de l'évolution. Elle a permis de mettre en avant des idées qui existaient déjà et à médiatiser cet échange. Ce qui en ressortira par la suite pourrait très bien se révéler plus intéressant que le débat lui-même. La confrontation entre créationnisme et évolution existe depuis la publication du livre de Darwin, De l'origine des espèces. Et si la théorie de l'évolution a gagné depuis en popularité principalement par la découverte d'un nombre de preuves significatives aidées par des découvertes en biologie et paléontologie, tel le séquençage du génome de nombreuses espèces, qui permet de déterminer la proximité génomique de celles-ci, et la découverte de fossiles d'espèces disparues, présentant l'acquisition de nouveaux traits caractéristiques tels les plumes. Un des échanges sur le sujet qui me semble avoir été l'un des plus importants des 10 dernières années est celui de Richard Lenski et de certains administrateurs de Conservapedia. Ce dernier est un site se voulant être le Wikipédia plus sûr pour chercher des informations selon les idéologies du Parti conservateur américain. Il est d'ailleurs intéressant de voir leur page sur l'athéisme, très documentée et présentant l'athéisme comme une forme de maladie mentale. Et Charlinski est critiqué pour un article sur son travail sur l'évolution du génome chez la bactérie Escherichia coli. En effet, il avait remarqué qu'après plusieurs générations, certaines souches étaient capables de regagner la capacité d'utiliser un acide aminé comme source d'énergie, capacité qui avait été préalablement perdue sur plusieurs générations. L'article qu'il a publié sur le sujet lui a valu de recevoir des courriers de la part des administrateurs de Conservapedia.
Ceux-ci sont même allés chercher le journal pour demander à ce que l'article en question soit retiré du circuit de publication, sous des prétextes plus ou moins fallacieux. Je vous laisserai juger par vous-même, en vous laissant 2 sources contraires sur le sujet dans la description du podcast. Revenons-en à notre débat. Celui-ci a stimulé beaucoup d'activités sur le sujet entre évolution contre créationnisme. Il n'y a pas vraiment d'évolution contre le créationnisme. Ces 2 théories, si on considère le créationnisme comme une théorie, ont tendance à se confronter sur leurs idéologies, sur leurs bases. Revenons à notre débat. Celui-ci a stimulé beaucoup d'activités sur le sujet évolution contre créationnisme, renvoyant les mêmes images, les mêmes idées, surtout les mêmes problèmes de compréhension de la théorie de l'évolution par ceux qui la rejettent. D'ailleurs, il suffit de regarder sur le site 9gag, ou d'autres sites du même genre, le nombre de mèmes concernant ce débat, ou encore de lire l'article de BuzzFeed présentant 22 questions de créationnistes à ceux qui acceptent la théorie de l'évolution. Je ne vous en rapporterai ici qu'une, et je vous laisserai avec les réponses de Phil Blade, du blog Bad Astronomer sur Slate. La question à laquelle j'ai choisi de répondre ici est la toute dernière de la liste, la 22e, et c'est celle qui m'énerve le plus, tout simplement parce qu'elle est l'exemple le plus commun de la mauvaise compréhension de la théorie de l'évolution. Elle se traduit, en français, par « Si nous descendons du singe, pourquoi y a-t-il encore des singes ?» À cette question, la réponse est simple, nous ne descendons pas du singe. Nous partageons avec lui des caractères qui laissent supposer que nous avons un ancêtre commun, dont nous descendons tous les deux, par des chemins évolutifs différents. Parmi les 21 autres questions, on retrouve le même niveau de méconnaissance de la théorie de l'évolution, mais je vous laisserai le soin de découvrir par vous-même. Moi je vous dis à très bientôt sur Sci-Fi. Nous voilà donc à la fin du 4e épisode. J'espère que la nouvelle formule vous a plu. Nous sommes à votre écoute si vous avez des commentaires ou des suggestions. Pour cela, direction le blog scienfi.com ou Twitter @scienfi. En attendant, couvrez-vous bien et on vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode.